Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Face à l'actualité de ce soir. Manifestation à l'appel de l'opposition à N'Djamena au Tchad. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle depuis l'adresse du discours du général président du comité militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a été clair. Le Tchad ne laissera pas le trouble s'installer dans le pays. L'ordre va régner et surtout par tous les moyens. Mais la population aussi a parlé. La population a dit non à l'appel des associations de la société civile et surtout du FACT qui a été responsable justement de la mort de beaucoup de soldats lors de la dernière attaque qui avait connu alors la mort justement ou l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. En tout cas, au Tchad, nous y allons avec ces tentatives de manifestation aujourd'hui. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que à Paris, Emmanuel Macron, en réalité, vient de se contredire. Ce jour, il dit qu'il est contre les répressions qu'il juge disproportionnées ou non proportionnées par rapport aux manifestations qu'il y a eu ce jour. Et donc, il dénonce ces manifestations et prend vertement position. Une position qui se contredit à celle qu'il avait déjà dite lors des obsèques du maréchal Idriss Déby Itno. En tout cas, de ce côté, on a le droit de se poser la question: pourquoi la France va de contradiction en contradiction? Quel est le rôle de la France dans ce qui se joue au Tchad? Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue face à l'actualité. Grand zoom sur le Tchad ce soir pour comprendre qui est derrière ces manifestations qui d'ailleurs ont été boycottées par la population, qui finance ces manifestations, qui les appelle dans les quartiers. Le président du comité militaire de transition dit non à tout désordre au Tchad. L'on sait déjà, et peut-être qu'il faut sortir par là dans cette introduction, que le président Idriss Déby avait lui-même dit qu'il va souvent en guerre pour déloger les terroristes, les combattre, parce qu'il ne voudrait pas il ne voudrait pas vivre le désordre. Et son fils, justement au Tchad, général de guerre, a dit non au désordre. Madame, salut, monsieur, bienvenue, nous nous retrouvons juste après. Non au désordre au Tchad, non aux manifestations justement instrumentalisées par certains pans de l'Occident. En tout cas, ces mots viennent du Tchad. Non au désordre au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno, le général, a été clair ce jour. Et nous partons donc au Tchad justement pour comprendre en réalité pourquoi cet appel des organisations de la société civile, justement, est parmi la coalition de ces organisations, celle qui a pour nom le FACT, justement, celle-là qui avait revendiqué l'attaque qui avait connu la mort, ou l'assassinat, parce que c'est pas la mort, l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, et justement l'assassinat de beaucoup de militaires tchadiens. Mais dans cette émission, nous allons suivre Emmanuel Macron qui se fond dans les contradictions dans son entretien avec le président, justement, Félix Tshisekedi. J'y arrive forcément parce qu'en réalité, c'est un entretien qui a fait beaucoup couler de salive et d'encre ce jour. Nous allons aussi suivre le président du comité militaire de transition au Tchad qui a été fermé. Peut-être qu'on va commencer par là. Avant de présenter les invités qui sont avec nous, c'est-à-dire le président Bandakani qui est avec nous, André Christelle Fanga, qui est sur ce plateau, le professeur, l'astrophysicien Jean-Paul Bellet qui vient de nous rejoindre, et Luc Michel qui est justement géopoliticien à Bruxelles et qui sera avec nous. Je propose à la réalisation au monde entier et à toute l'Afrique naturellement, sur cette émission Face à l'actualité, de suivre d'entrée de jeu celui-là qui a frappé du poing sur la table ce jour en disant
Pas de désordre au Tchad, il s'agit du général Mahamat Idriss Déby Itno. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, c'est avec une émotion encore vivace que je m'adresse à vous quelques jours après la terrible tragédie qui a secoué notre pays. Avec la mort brutale du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est mort d'une mort réservée au grand destin, en nous laissant dans le désarroi, la détresse et une douleur indescriptible. Le président de la République a donné son dernier souffle et sa vie pour préserver le Tchad de la menace des groupes terroristes, des partisans de la guerre et des complotistes de tous bords. Je voudrais, au nom de toute la nation, rendre un vibrant hommage aux frères d'armes du maréchal du Tchad qui ont combattu à ses côtés. Certains sont morts au champ d'honneur, d'autres en gardant des cicatrices indélébiles. Le Tchad vous est éternellement reconnaissant. L'objectif macabre des forces du mal et des adeptes de l'obscurantisme est d'empêcher l'émergence du Tchad et de le déstabiliser en sémant le chaos, la haine, la désolation et la mort. Face à ces périls qui menacent encore le Tchad, qui est à nos frontières et qui pourraient compromettre gravement l'avenir de la nation, les forces de défense et de sécurité ont pris les responsabilités devant l'histoire et le peuple. Les hauts dignitaires de nos forces de défense et de sécurité n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'imposait à tous dans ce contexte exceptionnel d'un chaos généralisé annoncé et d'implosion du pays. Confronté au renoncement du président de l'Assemblée nationale d'assumer sa responsabilité constitutionnelle et face à ces périls imminents, un conseil militaire de transition a été mis en place pour faire face aux périls ultimes. La charte de transition qui fonde nos actions est une base pour la mise en œuvre de notre dispositif institutionnel. Le conseil militaire de transition obéit au souci cardinal de faire face à l'urgence absolue de devoir défendre notre patrie contre l'agression qu'elle subissait, de préserver les acquis de la paix et de la stabilité et de garantir l'unité et la cohésion nationale. Il s'agit là, mes chers compatriotes, de l'essence même des principes fondamentaux d'existence de la nation. Car la guerre n'est pas finie et la menace d'attaque par d'autres groupes armés venus de l'étranger demeure. Mes chers compatriotes, le Conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et d'empêcher
de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie. Toute autre attitude des membres du CMT sera une atteinte impardonnable à la mémoire du maréchal et à l'engagement face au peuple. Notre pays est au carrefour de son histoire. Ce moment crucial pour la nation tchadienne engage le CMT à faire preuve de responsabilité et de pondération. Conformément à l'esprit et aux dispositions de la charte de transition, le Conseil militaire de transition jouera pleinement son rôle de garant de l'indépendance nationale. Il aura pour vocation de définir les grandes orientations pour les questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Un Premier ministre, chef du gouvernement de transition, vient d'être nommé. Sa mission est de former un nouveau gouvernement de réconciliation nationale composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel. La réconciliation nationale, la paix, l'unité, la solidarité seront en tête des actions prioritaires du gouvernement. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Dans les prochains jours et après les consultations en cours, un Conseil national de transition représentatif de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la nation sera également mis en place de façon consensuelle et concertée pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle constitution. L'objectif du processus est de nous permettre d'organiser des élections démocratiques, libres, transparentes, dans le meilleur délai. La démocratie et la liberté introduites au Tchad en 1990 sont et resteront les valeurs irréversibles. Mes chers compatriotes, en votre nom, je tiens à exprimer mon infinie gratitude aux dirigeants des pays amis et partenaires pour ce soutien résolu dans cette quête qui est la nôtre d'une transition apaisée, sereine et participative que le peuple tchadien attend avec espoir. Le Tchad a besoin de la communauté nationale et internationale pour réussir cette transition tant les défis sont immenses. Le Tchad a besoin d'un soutien massif de ses partenaires pour stabiliser une situation économique et financière durement impactée par le contexte sécuritaire, sanitaire, humanitaire et social. Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux. Tchadiens, mes chers compatriotes, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, nous a légué un héritage sur lequel nous pouvons capitaliser pour cimenter l'unité du pays et accélérer son progrès économique. Chacune et chacun d'entre nous doit simplement comprendre que tout acte, toute attitude et tout comportement contraire à l'unité nationale, au vivre ensemble et à la paix est un grave préjudice causé à la nation. Nous voulons rassurer et réconforter tous nos compatriotes qui ont enduré dans la dignité, la responsabilité et la sérénité l'épreuve et la douleur de la disparition du maréchal du Tchad
et qui lui ont rendu un dernier hommage digne et à la hauteur de son rang et de sa mémoire. Les oiseaux des mauvais augures et les faux prophètes qui ont prédit le chaos ont pu voir et comprendre dans cette ferveur et ce recueillement de la nation entière la grandeur du Tchad et la maturité du peuple tchadien. Nous devons continuer à faire preuve de responsabilité, de sagesse et de lucidité face à toutes les épreuves et à tous les obstacles. Comme le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ne cessait de le répéter, il n'y a pas un Tchad de secours ou un Tchad de substitution. Pour notre part, nous pouvons vous assurer que le Conseil militaire de transition se battra corps et âme pour préserver et consolider tous les acquis de paix et de sécurité qui sont le fondement de cette nation. C'est chaque jour que nous veillerons sans relâche à la préservation de la paix, de la stabilité, de la cohésion nationale et de notre souveraineté. La seule et unique raison d'être du CMT, c'est le Tchad et le Tchad éternel. Mes chers compatriotes, nous en appelons une fois de plus au sens des responsabilités de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens. Dans un sursaut patriotique, nous devons faire taire les rancœurs et les incompréhensions, transcender les intérêts égoïstes et surmonter les divisions pour se consacrer sur l'essentiel, l'intérêt supérieur du Tchad. Aucun État ne peut prospérer dans un environnement marqué par le désordre, l'anarchie et le chaos. Aucun pays ne peut avancer sur le chemin du progrès si la haine est le pain quotidien de ses filles et de ses fils. C'est par l'amour, la fraternité, l'entente, le pardon et la tolérance que nous pouvons refonder notre pays et demain léguer à la postérité une nation vivante, développée et respectée. Ce combat pour demain commence aujourd'hui. Et pour gagner ce pari, il faut absolument, impérativement et nécessairement une action collective et une contribution générale pour la paix de cœur. Nous en appelons à la participation et à la bonne volonté de tous les citoyens dans ces phases cruciales et historiques de la vie de notre jeune nation. Les femmes et les jeunes auront toute la place qui leur revient de droit. Le Conseil militaire de transition en appelle à une union sacrée autour de notre unique patrimoine qui est le Tchad. Tous nos compatriotes en exil, pour une raison ou une autre, qui sont loin de leur terre, doivent rentrer au pays pour le bâtir ensemble. Leurs frères, leurs fils, leurs parents les attendent comme nous, les bras ouverts dans l'esprit de paix et de réconciliation. Nous devons être des citoyens pacifiques et trouver tous ensemble des solutions à nos dissensions pour surmonter nos défis communs. Tchadiennes, Tchadiennes, mes chers compatriotes, notre pays, dans son histoire, a connu tant de vicissitudes et d'épreuves. Dans le moment le plus critique de son existence, le Tchad a toujours su trouver la force et la volonté pour ne pas flancher. Aujourd'hui et demain, plus qu'hier, nous devons rester forts, calmes et sereins, car notre futur est plein d'espoir. Nous n'avons aucune raison de douter de notre pays et de ses enfants. Rien, absolument rien, si nous sommes unis et solidaires, ne pourra faire replonger le Tchad
dans des moments de péril pour la nation entière, comme nous en avons vécu ces derniers jours. Ayons simplement confiance en nous-mêmes et ayons foi en Dieu. Puisse Allah le Tout-Puissant combler de bénédictions à notre pays et notre peuple. Vive le Tchad éternel. Face à l'actualité, vous nous suivez justement des 4 coins du monde. Je le disais à l'entame de l'émission. Le Conseil national de transition, le Conseil militaire de transition, je devais arriver là parce que parmi les mesures les plus importantes qui viennent d'être énoncées justement par le général Mahamad Idriss Déby Itno, il y a là un conseil de transition qui sera mis en place et donc dans ce conseil-là, même ceux qui sont à l'étranger sont invités au pays pour pouvoir faire la paix. Alors, on va d'abord, dire bonsoir à André-Christelle Fanga. Bonsoir Hubert Etundi. Bonsoir aux panélistes qui sont avec nous sur le plateau. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je crois que ce soir, nous allons encore apporter notre contribution pour éclairer la lanterne de millions d'Africains et surtout ceux qui nous regardent du côté de la diaspora. Vous savez, c'est eux qui sont souvent les premiers à nous vilipender sur les réseaux sociaux. Sachez qu'au fur et à mesure, comme elles ont au pouvoir, on finit par découvrir la face hideuse de la France. C'est parce qu'aujourd'hui, nous savons que parce qu'Idriss Déby a mis long au pouvoir et qu'aujourd'hui, nous avons véritablement découvert qu'en réalité, ce qu'on disait de lui n'était pas réel. On a vu maintenant le vrai visage de la France et nous allons en débattre ce soir encore. Tout à fait. C'est pour cela qu'à l'entrée, il fallait que nous présentions une fois encore au monde l'adresse de ce jeune général qui assure donc le Conseil militaire de transition et qui vient d'ailleurs de dérouler la feuille de route exceptionnelle. Président Bandakani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Hubert Etundi. Bonsoir à Christelle Fanga et à l'autre panéliste que tu vas présenter. Je salue les techniciens, je salue toute la communauté des panafricanistes du monde entier qui sont scotés pour suivre l'actualité. Mais ce soir, cette journée, on avance dans la clarification des enjeux au Tchad, dans la clarification de l'enjeu français en Afrique, dans la clarification de cette partie des Africains qui travaillent contre l'Afrique. Mais surtout, ce qui est important à souligner ce soir, on a fait du bruit, on a fait comme si on allait mobiliser tous les Tchadiens, mais en fait, c'est une poignée de Tchadiens que la France a voulu grossir pour les besoins de la cause, même si nous ne méprisons pas cette poignée de Tchadiens. Ce sont des Tchadiens, ils ont droit au respect, n'est-ce pas? Mais quand on fait aussi autant de bruit, n'est-ce pas, soi-disant, au nom du peuple, et qu'on serait plus représentatif que les militaires, et qu'on voit que c'est quelques personnes qui descendent dans la rue, il faut être modeste. Et écouter la leçon profonde, n'est-ce pas, qui vient justement de ce peuple-là. On va aller, on va prendre toutes les dimensions plurielles de ces leçons ce soir. Professeur Jean-Paul Bellec, astrophysicien, bonsoir et bienvenue. Je rappelle d'ailleurs au président Bandakani, ce n'est plus à rappeler, vous êtes un leader politique au Cameroun, vous dirigez le nouveau mouvement populaire au Cameroun. Bonsoir Jean-Paul Bellec. Bonsoir Hubert Etundi, bonsoir à mes copanélistes, donc président Bandakani du NMP et André-Christelle Fanga, le pasteur. Et bien sûr, bonsoir à l'autre copanéliste, je crois, c'est Luc Michel. Luc Michel. Voilà, et à tous les téléspectateurs de cette édition spéciale, téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à l'ensemble de l'Afrique et bien sûr, surtout, on a une grosse pensée pour le Tchad en ce moment. Je pense qu'on va essayer un peu d'apporter autant de lumière qu'on pourra, dans la mesure où nous sommes dans le combat et dans la mesure où il faut que M. Macron le sache, nous ne sommes pas là pour lui faire des cadeaux, nous sommes là pour encourager nos frères tchadiens à profiter de l'occasion pour demander à ses troupes de partir.
Merci du Tchad, pour vous, bien sûr. de partie du Tchad. Merci pour vous d'ailleurs, la population aujourd'hui qui a boycotté ces manifestations. Beaucoup d'entre ceux-là disant en réalité qu'on devrait plutôt manifester pour que l'armée française décampe et parte donc du Tchad, c'est ce que vous venez de dire. Alors Luc Michel à Bruxelles, c'est un jour assez particulier où en réalité ce que vous avez déjà dit un peu en avant un peu depuis un certain temps tombe justement en clair, mais je vous convie Luc Michel d'essayer d'entrer avec l'adresse à la nation et au monde entier d'ailleurs ce soir du jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, puisqu'en réalité dans cette adresse on voit un homme pratiquement d'État, un militaire qui s'élève à la stature d'un homme d'État et qui fait appel pratiquement à tout le Tchad et d'ailleurs à tous les partenaires du Tchad, mais en étant ferme qu'il n'y aura aucune tolérance pour le désordre et les manifestations instrumentalisées. Bonsoir à vous Hubert, bonsoir au plateau de Douala. Et bonsoir à toute l'équipe et à nos nombreux téléspectateurs. Lorsqu'on écoute le général Mahamat Déby Itno, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un enfant ou un gamin comme il a été présenté. C'est pas non plus un militaire ivre de pouvoir. C'est un homme de dialogue, de paix et de consensus pour son pays. Les choses ne reviendront pas à ce qu'elles étaient avant la mort d'Idriss Déby Itno. C'est cela qu'il faut comprendre. Que veut le Conseil militaire de transition? C'est que la transition, justement, ne soit pas décidée à Paris, à Washington ou ailleurs, mais qu'elle soit décidée entre Tchadiens. On annonce déjà la constitution d'un Conseil national de transition ouvert à tous les patriotes tchadiens. Il y a aussi une opposition comprador, on va dire un mot sur elle. Elle vient de démontrer son inanité, son incapacité à mobiliser, et elle pèse tout juste ce que pèse le poids de papier qui est consacré à faire sa propagande à Paris ou à Washington. Que veut le Conseil militaire de transition? C'est que les Tchadiens se réconcilient et lavent leur linge sale en famille. Qu'y a-t-il derrière les militaires? Il y a les forces vives de la nation. Et le coup de maître, ça a été la désignation du Premier ministre de transition, qui était encore, il y a 2 semaines, le principal opposant d'Idriss Déby Itno à la présidentielle, mais c'est un patriote, il a été Premier ministre tchadien. Lorsqu'on met ensemble les voix recueillies par Idriss Déby Itno et par Albert Vladimir Paquet, on voit que plus de 80% des Tchadiens sont représentés. Derrière cela, il y a les discours creux de M. Macron avec son complice Étienne Tshisekedi. Tout d'abord, ce sont 2 hypocrites. Ils viennent nous parler de démocratie et de respect de la Constitution. Il y a encore 18 mois, Macron écrasait les gilets jaunes, déployait les blindés dans Paris, faisait couper des mains, faisait éborgner des Français, en emprisonnait ou en assignait en résidence des centaines et des centaines. Quant à Félix Tshisekedi, il vient de se doter d'une nouvelle majorité. Il l'a fait en violant toutes les institutions et tous les articles de la Constitution de la RDC. Derrière Tshisekedi, il y a ses patrons, le Quai d'Orsay, la diplomatie belge, surtout l'Atlantic Council, ce think tank américain tout puissant qui a maraboutisé Tshisekedi pendant toute sa carrière. Derrière Macron, il y a ses maîtres américains et ses maîtres de la finance et de la France-Afrique. Moi, ce qui m'a attiré mon attention tout de suite, ça a été le discours de Macron. J'avais un peu l'impression de voir un remake du discours qu'il avait tenu au Liban il y a quelques mois. Vous savez que le port de Beyrouth a été détruit par une explosion. On commence d'ailleurs à s'interroger sur celle-ci. Il y a un journaliste libanais qui s'appelle Abi Awad. Il est en train de faire scandale parce que lui accuse
une bombe nucléaire tactique d'avoir causé les événements. Mais Macron est arrivé à Beyrouth, il était l'ami du peuple libanais, il faisait des tas de promesses, il venait en fait, exactement comme à N'Djamena, pour changer de régime. Il voulait que la moitié de la classe politique libanaise rompe avec la Russe, les Chinois et leur allié le Hezbollah, et plonger Beyrouth dans le chaos, comme il veut aujourd'hui plonger le Tchad dans le chaos. Les Beyrouthins ne se sont pas laissés avoir, mais il faut retenir quelque chose, c'est que des mois après, il n'y a pas eu un euro d'aide de versé, il n'y a pas eu un geste concret pour aider le Liban. C'est la même chose au Tchad. L'ambiguïté de Macron, elle n'a pas commencé au discours de Paris, elle a commencé aux obsèques même du maréchal. Quand Macron a déclaré qu'il fallait un dialogue inclusif, est-ce que c'est le dialogue inclusif dans les médias occidentaux? Je viens à table, j'ai gagné les élections, tu as perdu les élections, on s'assied et on partage. C'est cela la réalité. Immédiatement, il y a eu un communiqué du soi-disant FAC, un groupuscule terroriste. Il est émis de Paris, ce communiqué. C'est-à-dire que c'est la même capitale qui se dit l'ami du Tchad, mais qui en même temps émet des communiqués d'un groupuscule terroriste. Le FAC a dit, nous proclamons une trêve unilatérale. Ça ne leur coûtait pas grand-chose puisqu'ils étaient en fuite. Mais surtout a dit, nous sommes prêts à nous asseoir à la table du dialogue. Déjà, on avait fait la même proposition lorsque Touadéra en Centrafrique a gagné les élections. On lui a proposé d'aller s'asseoir en Angola à la table de négociation avec Bozizé. Touadéra et les Russes ont dit non, vous avez le choix de vous rendre, de livrer vos chefs menacés ou d'être détruits. C'est la même chose qui va se passer aujourd'hui au Tchad. C'est cela qu'il faut retenir, c'est que Macron, il fait le grand écart. D'un côté, il dit, je suis l'ami du Tchad, je mène avec vous la guerre au terrorisme, mais de l'autre, il mène une vaste opération avec ses amis américains. Il y a 40 pays visés, un espèce de super printemps arabo-africain. Je vous en parle depuis des mois. Les premières cibles, c'est la Centrafrique, c'est le Tchad, c'est le Cameroun et la Guinée équatoriale, c'est-à-dire les forces vives du néo-panafricanisme au cœur du golfe de Guinée. Voilà ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est ce double discours de ce président hypocrite qui ment à son peuple, qui ment à l'Europe, qui ment à l'Afrique. C'est un serial menteur, monsieur Macron, c'est un personnage arrogant, il se prend pour Jupiter, il n'est qu'un Machiavel au petit pied, il n'a pas surtout compris que plus personne ne l'écoute et plus personne ne le croit en Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui se trompent pour le moment dans leurs analyses sur les réseaux sociaux, mais tout le monde est d'accord sur une chose, c'est que la France, évidemment, n'a plus aucune crédibilité. Ajoutons que certaines manifestations, soi-disant contre les militaires au Tchad, sont en fait dirigées contre la France. On peut se poser une question, pour le peu de troupes qui a rejoint ces manifestations, sur le contrôle qu'ont vraiment ces dirigeants. On voit, ce sera ma chute, on voit le scénario appliqué en Centrafrique être renouvelé. Qu'est-ce que c'était la Centrafrique? C'était une élection qu'on n'avait pas réussi à saboter. Le soir de l'élection, on a lancé un putsch militaire et ensuite, les politiciens de l'opposition Comprador ont tendu la main aux putschistes pour essayer d'étrangler Touadéra. C'est la même chose qui se passe actuellement au Tchad. On a vu le ratage du sabotage de l'élection, on a vu le coup d'État terroriste, et maintenant, on assiste à des politiciens de l'opposition Comprador, dont le fameux Success Masra, qui devait être le candidat unique de l'opposition pour le compte des réseaux france-africains et américains, il n'a même pas réussi à se présenter, ça vous dit ce que ces gens se présentent, mais on voit tous ces gens, main dans la main avec les terroristes, essayer de changer le régime et de plonger leur pays dans le chaos. Tous ces gens ne sont pas des patriotes, ils sont ce que le grand Frantz Fanon appelait les esclaves de maison.
Merci à vous, Luc Michel. Alors, Luc Michel vient de passer là en revue pratiquement le grossissement et les multiples mensonges qu'il y a dans cette affaire. Rappelons qu'au Tchad, tout le grossissement médiatique que l'on a voulu faire, vous l'avez dit à l'entame tout à l'heure, président Bandakani, mais entrons dans le discours de Mahamad Idriss Déby Itno. Dans ce discours, les grandes balises qu'il donne pour la nation tchadienne, mais aussi ce double jeu de François Macron, Emmanuel Macron forcément de ce jour. Mais d'abord, le président du Conseil militaire de transition a une fois de plus cadré sur le plan conceptuel, sur le plan des idées cadres, des principes structurels, n'est-ce pas, la dynamique de la transition. D'abord, la quasi-sacralisation de l'héritage du maréchal, l'unité du pays, le vivre ensemble, la paix et la sécurité sont non négociables. C'est bien entendu. Je dis bien non négociables, c'est clair. Il a lancé un appel au patriotisme et il a rappelé que le Tchad était en danger. Le Tchad courait un danger terrible qui risquait de le faire basculer dans les années passées où le pays a connu près de 50 ans de guerre civile, alimenté par la France, les Américains, entre autres, et les visées libyens de l'époque. Et le faisant, il nous fait penser au président Déby lui-même, le maréchal, quand il a dit qu'il ne voudrait pas voir de son vivant, son pays retourner dans le désordre. Après ça, on peut observer, Luc Michel vient de le dire, qu'il a annoncé la mise en place d'un Conseil national de la transition qui va tenir lieu, n'est-ce pas, d'outils législatifs, une espèce de parlement. Et ce Conseil est censé rassembler tous les fils du pays. Dans un dialogue inclusif. Tous les fils du pays. Voilà. Tous les fils du pays. Il a fait appel à tous ceux qui sont à l'extérieur. Il a réitéré sa volonté de dialoguer. Donc, on a là les paradigmes phares de cette transition sont clairement déclinés dans ce discours. Ça, c'est sur le plan domestique. Mais ce discours aussi, à part le nier, c'était un message. C'était un message adressé, n'est-ce pas, à ce que lui-même a appelé les ennemis du Tchad, des terroristes, des terroristes et les comploteurs de tous bords. Et dans ces comploteurs de tous bords, on peut très bien comprendre, n'est-ce pas, l'opposition néocoloniale, que le monsieur tout à l'heure a souligné, et leur parrain, la France. Et leur parrain, la France. Alors, pour revenir à cette opposition-là, je ne vais pas revenir sur ce que Luc Michel a dit. La faible capacité de mobilisation de cette opposition a été démontrée cet après-midi. Il ne sert à rien de dire qu'on a interdit les marches. Mais quand vous lancez une manifestation en connaissance de cause, vous ne vous plaignez pas si vous n'arrivez pas à mobiliser. Donc c'est clair. Donc là, à ce niveau, on voit très bien ce que pèse cette opposition-là. Depuis dimanche, puis bientôt une semaine, je dis ici, je dénonce, j'avertis, j'alerte sur le projet français et sur le plan personnel de M. Macron. Ben, je l'ai dit dimanche passé, je vous ai dit que la phase que la proclamation unilatérale d'une trêve par la rébellion terroriste était à prendre avec beaucoup de pincettes. J'avais indiqué que le plan de Paris était clair, de passer maintenant à l'autre phase qui est susciter les manifestations dans la rue et ça appeler, c'est-à-dire pousser le général à la répression et après maintenant passer à une autre phase qui est de faire détacher certains généraux. Et j'ai donné le nom la dernière fois, ce Idriss Abderrahmane Dicko. Il y a à peu près 6 généraux et plusieurs officiers
qui, sur la base de querelles de famille, il y a des querelles de famille qui ont opposé, n'est-ce pas, Déby à la famille de M. Dicko. Ils ont des liens familiaux, ce sont des cousins, neveux, et qui ont débouché sur la mort, n'est-ce pas, d'une maman, la maman de M. Dicko. Tout à fait. Voilà, dans des circonstances non élucidées. Bon, Paris, d'ailleurs, on me soupçonne, n'est-ce pas, que M. le général Dicko a été expulsé par Paris et qu'il serait à l'ambassade de France. Je dis, on soupçonne. Donc, Paris entend instrumentaliser Souta, n'est-ce pas, pour désorganiser l'armée tchadienne, détacher des généraux qui vont aller légitimer maintenant la rébellion terroriste. Ça, c'est la phase, c'est ça, ça a commencé, c'est ça. D'où le discours de Macron. Tout à fait. Bon, vous appelez ça discours, d'où ces élucubrations. Oui, voilà. Ces élucubrations, n'est-ce pas? Oui, ces élucubrations d'aujourd'hui. Ça a commencé, ça va s'arrêter là. C'est le début de leur plan. Je l'ai indiqué clairement. C'est le plan de la France. Parce que le problème majeur de la France, on l'a expliqué ici, c'est qu'il n'est pas question de laisser, les Russes s'implanter fortement dans son précaré, deuxièmement, empêcher l'émancipation du Tchad de la tutelle française, que le maréchal Déby avait amorcé sérieusement. Contrairement à ce que les gens racontent dans les gargotes et les réseaux sociaux, infestés de faux profils des services secrets français qui font la propagande française de petit niveau, n'est-ce pas, embrayant sur le retour, n'est-ce pas, au cadre constitutionnel. J'ai écouté l'Union africaine aller dans ce sens. Mais bien, je dis, commençons par l'Union africaine. Permettez-moi de commencer. Je vous ai dit, oui. Je voulais, avant d'aller à l'Union africaine, qu'on entre dans les fondamentaux du plan français qui, en réalité, que le monde entier, en fait, ceux qui voient le visage pratiquement aujourd'hui. D'abord, M. Bertondi, une fois de plus, c'est clair. Qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau d'ingérence dans les affaires d'un pays? Une fois de plus. Moi, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau d'ingérence dans les affaires d'un pays? Qu'est-ce qui peut expliquer que la folie, le délit macronien, c'est-à-dire, parler comme ça du Tchad. C'est le seul pays qui parle comme ça du Tchad, hein, dans le monde. C'est le seul pays aujourd'hui, le seul pays. Le seul pays qu'on appelle France est obligé de s'ingérer aussi grossièrement dans les affaires du Tchad. Ce délit-là explique réellement ce qui est en train de se passer. Mon cher Bertondi. Il y a un pacte, ce que j'appelle le pacte démocratico-recolonial. Tout ça, c'est-à-dire qui est la couverture du projet français de reconquérir, entre guillemets, son précaré, surtout l'Afrique centrale. Surtout de le conquérir. Parce que on a renouvelé le franc CFA, l'Afrique centrale, et il y a une dynamique maintenant claire que personne ne nie plus de rupture avec la France, l'Afrique centrale. Cette dynamique, plus les jours passent, elle se renforce, elle se consolide et elle avance à pas sûr. C'est inacceptable pour Paris, qui travaille, comme je l'ai déjà dit, pour les globalistes financiers dans le monde, puisque la France est une propriété de Rothschild, et M. Macron est lui-même une propriété de Rothschild. Attali l'a dit. Et M. Macron le démontre au jour le jour. Donc il y a le pacte démocratico-recolonial qui sert de couverture au projet français. Et ça nous ramène très loin. Ça me rappelle les années 50, les années 40. Lorsque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, quand la Deuxième Guerre mondiale finit, les recompositions géopolitiques au niveau international obligent De Gaulle à assumer, veut ou pas, un projet de décolonisation futile, factice. Il va convoquer notre fameuse conférence de Brazzaville. 44, vous vous souvenez. Cette conférence va déboucher sur un projet terrible, hein. Une fédération coloniale, l'Empire français. La France, une espèce de fédération coloniale qui lierait la France, la métropole, à ses anciennes colonies. Écoutez bien, fédéralisme colonial. M. Bertondi. Alors, ce projet n'a pas marché sur la forme, mais dans les faits, il est resté avec la figure de Foucault et ce qu'on appelle la France-Afrique, qui fait que, M. Bertondi, que les gens ne le veulent ou pas, la France, le président français s'est toujours comporté comme étant le vrai président de l'Afrique, en général, et le vrai président de son précaré. À partir de ce moment-là, que les Africains ont le courage de demander les comptes au vrai président de l'Afrique, qui est le président français. Pourquoi on dérange les présidents africains? Pourquoi on les dérange? Voilà encore. Pourquoi, si ce que je dis est faux, dites-moi, je répète encore, pourquoi M. Macron se met des affaires du Tchad? Pourquoi?
Est-ce qu'il est tchadien? Les Tchadiens ont élu M. Macron? Les Tchadiens élisent M. Macron? Est-ce que les Tchadiens se mettent des affaires de la France? Alors qu'il y a tellement à dire. Alors qu'on devrait même se mêler parce que la France est un pays en perdition à cause de M. Macron. C'est un pays qui détruit l'humanité à cause de M. Macron. C'est un pays qui est dans tous les complots les plus pervers de ce monde pour bloquer l'avancée de l'humanité à cause des présidents comme M. Macron. Donc les pays même qui sont en droit de se mêler des affaires de la France, ce sont les pays africains. Mais aucun pays ne le fait. Mais le président français est toujours en train de se mêler grossièrement, n'est-ce pas, des affaires internes à l'Afrique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, en fait, c'est un empire colonial. Il y a une espèce de fédéralisme néocolonial qui lie la France aux pays africains. Le président français est le patron. Vous avez, n'est-ce pas, des chefs de canton, des chefs de région, comme dans une espèce de décentralisation, des chefs de région, mais qui n'ont pas le pouvoir. D'où vient-il alors que des soi-disant démocrates passent le temps à doigter des gens qui ne sont que les chefs de région? Monsieur Bekoundi, au nom de quoi on les doit? Si ce n'est pas, comment on dit ça, l'incapacité de ces élites démocratiques africains à penser un vrai projet de libération. Leur incapacité à mener les vraies batailles démocratiques de libération de leur pays, ils se masquent derrière une indigence idéologique, une indigence en matière de projet, pour jouer la fiction d'un projet démocratique que porterait la France et qu'elle voudrait donc implémenter dans les pays africains. Je suis dans le fond, là, on me demande le fond. J'aime dans le fond, tout à fait. Donc c'est cela qu'il s'agit, M. Bekoundi. Vous avez là, c'est encore clair pour les nouvelles générations, pour les gens qui ont 20 ans, 21 ans, ils sont en train de voir. Ils se demandent pourquoi les affaires de l'Afrique se traitent à l'Élysée. Parce que les anciens comme les Bélec, Jean-Paul Belek et les autres comprennent l'histoire. Les gens comme vous, nous on comprend. Mais la nouvelle génération d'Africains là, quand on veut manipuler dans la sauce démocratico-coloniale, ils se demandent pourquoi ce petit garçon-là de l'Élysée se mêle des affaires de l'Afrique. Il faut leur expliquer ça. Monsieur Bekoundi. Donc on trompe les Africains quand on les fait croire que leurs problèmes sont portés par les présidents. Alors que voilà le vrai président de l'Afrique. Il a dit il y a un mois, à Jeune Afrique, de manière claire et Bekoundi, qu'il va renouveler le paysage politique, il va créer une nouvelle génération d'élites, de dirigeants, et une nouvelle société civile. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que M. Macron a dit au monde entier que et c'est le vrai président de l'Afrique. Et si on dit donc qu'il y a la dictature en Afrique, ben, c'est le grand dictateur. C'est lui. Vous comprenez? C'est lui, mon cher Bekoundi. Donc, il faut enlever ce masque-là pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. J'enfonce le clou. Maintenant, parlons-en. Qui parle aux Africains? Est-ce que ce monsieur est digne de parler à un Africain? Est-ce que M. Macron est digne de parler à un dirigeant africain? Il a la tête d'un État criminel qui va de crime en crime, au point où le crime est devenu son essence. Depuis la rencontre de ce pays avec les pays africains, c'est les crimes qui sont au fondement de sa politique. C'est le crime. Ils ne vendent de crime, assassinat de destruction de pays, bombardement de palais présidentiels, déportation de présidents, viol de femmes, braquage de tout genre. Mais qui parle à l'Afrique? M. Macron peut parler à l'Afrique? Si ce n'est pas qu'il est encouragé par des élites complètement dépravées, qui ont perdu tout sens de l'honneur et qui cachent leur nudité dans le démocratisme le plus abject, sans contenu, c'est-à-dire l'alternance. Mais bon, au Niger, il y a l'alternance. On parle du Tchad, au Niger. M. Issoufou a placé son pion, c'est-à-dire son garçon de chambre. Mais en plus, il a mis son fils en politique, il le prépare, puisqu'il est ministre du pétrole et de l'énergie au Niger. Qui en parle, M. Bekoundi? On appelle ça alternance. Et pendant ce temps, monsieur, les dirigeants successifs du Niger, amis de la France, n'ont jamais eu le courage de mettre sur la table le vrai problème du Niger, l'uranium par exemple. Cette ressource-là qu'on appelle l'uranium, à elle seule, le Niger a plein d'autres ressources là-bas. L'uranium à elle seule, si elle est payée à son vrai prix, le Niger devient un paradis. L'uranium seul. Mais qui confisque l'uranium du Niger? C'est pas la France, à travers l'ancienne Areva. Pourquoi? Pour éclairer la France, M. Bekoundi. Et la France paye l'uranium au Niger. Je prends un exemple simple. À 100 francs, pour le vendre sur le marché international, à près de 10 000 francs. Vous vous rendez compte?
Alors, on continue. Vous vous rendez compte? Non, je donne un visage concret de la fausse démocratie, n'est-ce pas, que des élites dépravées veulent vendre aux populations, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il faut que la France chasse ce qu'ils appellent dictateurs pour les placer au pouvoir. Pour placer au pouvoir des jeunes de la société civile. Des gens comme vous l'appelez qui succès qu'il a au Tchad. Hein? Placer des gens comme ça au pouvoir. Voilà toute leur bataille. Or, les vrais enjeux sont là, M. Betoundi. La libération d'un continent, sa souveraineté, son indépendance, l'indépendance des pays, la libération culturelle, économique, sociale, éducative, n'est-ce pas, des peuples. On n'en parle pas. Parce que, à défaut d'être capable de mener des vieux combats dans leur pays, on va se cacher derrière le parapluie français, les financements français, les initiations ésotériques français pour la conquête du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, M. Macron, là, il est qui pour parler aux Africains? Regardez aujourd'hui en France, il n'y a plus de liberté en France. Et observez les élites africaines, les gens démocrates. Aucune d'elles ne met sur la table le fait que la France est devenue une dictature sanitaire. Pour être poli, c'est une politique nazie qui est mise en place en France. C'est-à-dire, au nom d'une gestion imaginaire de la pandémie, que tous les experts en la matière ont démontré la vacuité et le caractère pratiquement nul de sa politique, M. Macron maintient un pays en confinement depuis bientôt 1 an et demi. Vous vous rendez compte, Betoundi? Le cas français, dans le monde en matière de gestion de Covid, est particulier. C'est un cas d'école. Un cas d'école. Aujourd'hui en France, il n'y a plus de liberté. Aucune élite africaine n'en parle. Aucune élite ne peut pas expliquer aux Africains comment est-ce qu'un monsieur, un jupitérien, a fait disparaître son pays. Dans son pays, les libertés, entre guillemets, chèrement conquises, puisqu'on dit que la France est une démocratie. Alors nous on parle. M. Macron a fait voter en France un projet de sécurité globale qui sacralise les policiers. Écoutez bien, les policiers. C'est-à-dire que interdit de les filmer. Ils peuvent vous massacrer comme on veut, comme ils veulent. Ils peuvent vous casser les pieds, interdit de les filmer. C'est-à-dire qu'ils protègent la police. Si vous voulez pas un état policier, pourquoi sacraliser la police? Pourquoi? Mais c'est qu'on l'interdit ailleurs, en Afrique. Quand en Afrique, on bavarde, on traque les policiers. Il faut les traquer. Mais en France, M. Macron sacralise la police en votant une loi honteuse de sécurité globale. Vous voulez que je revienne sur la loi, la fameuse loi éthique? Ce pays a détruit la vie humaine en disant qu'un foetus, un enfant de 9 mois, peut être tué. Peut être tué. Mais M. Betoundi, voter en France. On a vu ce monsieur gérer les gilets jaunes. Alors là, ce n'était pas 10 personnes dans la rue. Toute la France était dans la rue. Toute la France. Mais ça a été un massacre. Il a sorti la main. On a massacré les gilets jaunes. Il a tué, on dit 11 morts. Mais c'est faux. Il y a eu des centaines de morts. Près de 5000 blessés. Près de 5000 incarcérations. Jusqu'à l'heure actuelle. Ah ouais, en termes de répression, mais, parce que... mais voilà la vraie répression. En fait, le déterminant le plus... il a parlé de répression... Mais, puisque ce petit jupitérien donne les leçons de répression, il dit qu'il est contre, il condamne vraiment la répression. Regardez bien, et les élites africaines ne disent rien. Elles font comme ça, ne le voient pas. Celui qui parle là, c'est-à-dire, est un dictateur, est un tueur. Il y a le cas concret des gilets jaunes. Eh bien, tout dit. Concret. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, il y a encore les gilets jaunes en prison en France. Ils ne sont pas encore libérés. 5000 arrestations, près de 4000, près de 5000 blessés et des centaines de morts. Il a sorti l'armée. Où? En France, à l'époque. Il disait que non, c'est pas dans la rue qu'on gère les problèmes politiques. Vous voyez ce discours. Quand c'est en Afrique, il ose se mettre devant l'Élysée, toujours accompagné d'un sous-fifre négro. Ce président-là, ne faut même pas citer son nom ici, il n'en est pas digne. Celui qui est près de là, il n'en est même pas digne. Parce que quand on pense à Lumumba, c'est une honte ça, c'est une honte. C'est de la caricature quand on voit celui qui l'accompagne. Ce monsieur ose s'asseoir, se mettre là, parler aux Africains, alors que c'est lui le tueur, sans compter les guerres qu'il crée partout en Afrique. Ce monsieur soutient le régime qui est en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est un narco-État, mais c'est un pouvoir. Là, c'est la démocratie. En Côte d'Ivoire, c'est la démocratie, mais c'est la mienne intime de M. Macron. Mais pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi tous ces genres de jeux-là, qu'il s'agit des Africains? Alors nous parlons en France. Dès que vous touchez, on dit que vous êtes terroriste, sans vous juger. Hein. Vous avez un couteau, vous avez porté atteinte à la vie des gens, on vous tue.
Et pour sortir dans... Attendez, on vous tue, hein? Oui. Pas de procès. Écoutez, depuis, pas de procès. Imaginez-vous, Hubert Toundi, qu'on fit les procès de tous ces gens qu'on a qualifiés de terroristes sans jugement et qu'ils parlent. Pourquoi on n'a pas envie qu'ils parlent? Mais au Cameroun, quand c'est en Afrique, non, on lui discutait, il faut dialoguer avec les terroristes. On dit non, ce sont les mouvements politico-militaires. Pourquoi on ne dit pas que le gars qui avait le couteau là, qui démarre là avec le couteau, pourquoi on ne dit pas que c'était un leader politique? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de démarcation politique de haut niveau? Vous êtes sûr? Mais quand c'est en Afrique, on dit non. Régime, c'est-à-dire que mouvement politico-militaire. Mais quand c'est en France, c'est-à-dire vous visez un bâtiment, ça détruit, on vous tue. On vous dit terroriste, on vous tue. Pas de procès. Mais quel est ce pays qui parle aux Africains? Eh bien, on dit, parce que vous avez des gens comme celui qui est près de lui, vous avez un tas d'élite africaine, parisianisée à excès, qui rêvent que la France va chasser les dictateurs et les mettre au pouvoir, M. Bertoudi. Alors, c'est peut-être... Vous terminez. C'est une équation qui sera désormais difficile si l'on voit la trame de fond du discours de Mahamad Idriss ce jour. Monsieur Macron, je répète, pion des élites globalisées et des financiers mondiaux, propriétaire des Rothschild et des banquiers, n'a pas les moyens de son projet en Afrique centrale. Il le sait. D'où son louvoiement, ses embrouilles, son délire, sa folie là. C'est pratiquement la folie. Il est fou. Il dit une chose aujourd'hui, demain il dit son contraire. Il est fou. Il n'a pas les moyens. En attaquant le Tchad, il faut le dire ouvertement, il déclare la guerre à l'Afrique centrale. Voilà la vérité. Il déclare la guerre à l'Afrique centrale. Ce n'est pas une affaire tchado-tchadienne. C'est terminé, ça avait été dit. Si c'était une affaire tchado-tchadienne, Macron ne se mêlerait pas. Pourquoi Macron va se mêler des affaires du Tchad et les pays d'Afrique centrale et rester tranquille? Au nom de quoi? Mais laissez ces gens-là qui vont sur Internet dire leurs histoires de leur ragot de quartier, ils n'ont pas le niveau. Ce n'est plus une affaire tchado-tchadienne. À partir du moment où M. Macron se mêle aussi honteusement comme ça, grosseusement comme ça. Bien sûr, mais ça cesse. Pourquoi allez-vous interdire aux pays africains, de l'Afrique centrale,